présenter et je vais me présenter aussi pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Benjamin Mathieu, je suis reporter à France Info. Et donc je suis à l'initiative en fait de cette table ronde. J'explique juste pourquoi en fait. En tant que reporter, on est amené à traiter de l'actu en général. Et on est toujours dans un média d'info en continu. On est toujours un peu dans l'urgence. On est toujours un peu sur l'actu qui arrive. Et donc on traite de voilà, c'est un peu la folie. C'est parfois un petit peu compliqué de faire pousser des sujets sur l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on parle de ça. Comment secouer les médias. Sous-entendu, peut-être qu'on en ferait peut-être pas assez. Alors, je vous présente Maëva. Déjà, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas de nom de famille, c'est normal. Parce que vous êtes une rebelle. C'est comme ça qu'on appelle les membres d'Extinction Rebellion. Et je propose, avant même qu'on discute, de regarder une petite vidéo d'une des actions d'Extinction Rebellion. Ça ne vous aura pas échappé, on est en pleine actualité. Ils sont actuellement place du Châtelet et sur le pont au Change, actuellement en train de bloquer depuis 24 heures. Voilà, donc on est en pleine actu, c'était fait exprès, hein, bien évidemment. Donc on va regarder cette petite vidéo d'une des actions d'Extinction Rebellion à Paris, c'était au mois de juin dernier. Et pour l'avenir qui nous attend, pour nous aussi, pour nos gamins, pour les gamins des autres. Il faut s'engager, il faut prendre de son temps, il faut faire des actions en public, à visage découvert, pour que les gens comprennent qu'en fait, on fait pas ça pour le fun. Cette démocratie, on va l'augmenter, j'en suis certain. Je pense que c'est juste que je fasse cette lutte. Je dois la faire, c'est une nécessité. Je sais que je fais le bien. Évidemment qu'on essaie de rendre ça fun, sinon c'est fini. Enfin, je veux dire, bien sûr que j'ai autre chose à faire de ma vie. Simplement, je pense que ça, c'est le plus important. Alors je ne sais pas si là, rejoignez-nous, on a très envie de vous rejoindre parce que quand même vous faites tous gazer par les forces de l'ordre. Ça n'a pas l'air d'être très sympa d'être désobéissant civil. Ça n'a pas l'air d'être très sympa en effet, mais c'est un impératif moral aujourd'hui quand on... Très clairement, aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire autrement. Il faut comprendre que ça fait plus de 40 ans que tous les scientifiques alertent, qu'on a rapport sur rapport sur rapport qui parlent de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité et du fait que très potentiellement, l'espèce humaine risque de disparaître. Enfin, on en est quand même là, donc à mon sens, je ne peux pas ne pas agir. Et justement, la désobéissance civile, et Martin Luther King en parle très bien en disant que c'est la chose à faire une fois qu'on a tout essayé. Donc voilà, c'est le dernier recours. Et j'ai le sentiment qu'on a tout essayé, j'ai le sentiment qu'il y a eu des marches, qu'on a signé des pétitions, que certaines personnes ont essayé d'écrire aux dirigeants de ce monde et on est toujours au même point. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a uniquement des mesurettes, donc pourquoi pas. Sauf que là, l'urgence, elle est énorme et les réponses ne sont absolument pas proportionnelles à l'urgence. Donc moi, je ne peux pas ne pas agir. Je ne suis pas non plus dans l'attente, je ne sais pas, d'un espèce de messie qui arrivera et qui nous sauvera. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est un devoir d'agir. Et à titre personnel, j'ai rejoint le mouvement Extinction Rebellion après avoir vu justement ces membres d'Extinction Rebellion se faire gazer. Et donc il n'y a pas très longtemps, puisque le mouvement est assez récent, il est londonien à la base et il est arrivé en France il y a moins d'1 an. Tout à fait, il existe depuis moins de 6 mois en France. Et aujourd'hui, on est à peu près 10 000 inscrits sur la base. C'est un endroit qui recense l'ensemble des personnes qui ont voulu rejoindre le mouvement. Donc c'est quand même assez énorme et on est présent dans plus de 50 pays. Maxime de Rossolan, bonjour. Bonjour. Alors c'est des présentations un peu longues, mais bon, c'est pas grave. Chacun... Je fais aussi partie de Extinction Ah Rebellion. bah, tu me l'avais pas dit. Bon, on va se tutoyer, non ? Plaisir. Hein. Et j'en profite pour vous dire que vous avez remarqué, ils sont tous jeunes. Il y a même des marrants. Enfin, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais il y a des humoristes quand même. Oui. Donc, n'hésitez pas. En fait, le but c'est que ça soit très, très, très convivial et qu'il y ait des questions. Voilà, c'est pas la conférence débat pendant 45 minutes où les experts parlent. Là, l'idée c'est que je vais planter le décor et puis dans un quart d'heure, vous allez participer. Hein. Parce qu'on est là pour discuter et en fait on va essayer ensemble d'essayer de trouver des solutions. Donc c'est pas 4 personnes mais plutôt 50 qui peuvent amener à quelques idées. Donc Maxime de Rossolan, ingénieur de formation,
désormais donc fondateur des Femmes d'Avenir, de Bluebees, initiateur d'un mouvement, d'un lobby citoyen, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est, la bascule. Et Priscilla Ludowski, bonjour, qui nous rejoint. Bonjour, je sais Les pas si on problèmes de m'entend. taxi sont réglés. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée là, où il y a eu le plus gros pic de bouchons en Ile-de-France depuis qu'il y a des bouchons en Ile-de-France. D'où les 7 km en 30 minutes. Voilà, bon, bah, du coup, on va y revenir. Maxime, est-ce que tu peux te présenter? Ce sera peut-être plus simple. Sur ton parcours très militant. Ouais, bah en fait, à la fin de mes études, j'ai décidé de faire un tour du monde par la route pendant 2 ans pour écrire un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde. En rentrant, j'ai voulu continuer à faire de la pédagogie. Donc j'ai fait des outils pédagogiques pour les écoles, donc avec les ministères, avec des chercheurs, etc. Et j'ai vu qu'en fait c'était super et il faut continuer à faire de la pédagogie, mais qu'en fait c'était pas du tout à la hauteur des enjeux et que on trouvait pas. Enfin moi je trouvais pas mon impact. Donc j'ai décidé de me former à la permaculture. Enfin j'ai été happé par tout ça via le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature. Parce que juste nous, on joue à Dieu depuis 200 ans qu'on a découvert le pétrole, mais en fait, la nature, elle a 3 milliards, le vivant a 3 milliards 800 millions d'années, donc c'est bien plus important. Ils savent la nature développe des technologies hyper résilientes, sans déchets, juste avec l'énergie du soleil. Et nous, le jour de demain, s'il n'y a plus de pétrole ou si le baril vaut $160, on ne sait plus rien faire. Donc le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer de la nature. Donc la permaculture, c'est une variante du biomimétisme appliqué à l'agriculture. J'ai lancé l'association Fermes d'Avenir pour accélérer la transition agricole. Bluebees, c'est une plateforme de financement participatif pour financer ces projets agricoles parce que les banques conventionnelles aiment l'agriculture conventionnelle. Et donc, du coup, C'est aussi une journée de mobilisation des agriculteurs aujourd'hui. Ouais, bien On est sûr. doublement dans l'actualité. Ouais. Et ça mobilise de partout et ça va pas s'arrêter parce que ça ne fait qu'empirer. Donc voilà. Et ensuite, avec Fermes d'Avenir, j'ai fait beaucoup de lobbying, notamment dans le cadre des EGA, les États généraux de l'alimentation, et j'ai essayé de faire passer un amendement. On a passé un amendement sur le paiement pour services écosystémiques. L'idée, c'est de dire les agriculteurs qui arrêtent le glyphosate, en fait, ils vont économiser des dépenses de santé ou des dépenses de dépollution de l'eau. On va leur rétrocéder une partie de ces dépenses. Comme ça, ils vont pouvoir passer le cap et même gagner plus d'argent à terme. Et on va les rémunérer pour ça. Et en fait, le Conseil constitutionnel a censuré cet article. Et donc, moi, je dis, c'est pas possible. Si on fait tout le boulot et que les parlementaires valident et qu'en fait, il y a juste un espèce de cheval de Troie de l'exécutif au sein du dispositif législatif pour porter une voix contraire à... Voilà. Et bien en fait, j'ai décidé d'arrêter Fermes d'Avenir et de lancer un mouvement qui s'appelle La Bascule avec des étudiants qui ont décidé pour le coup d'arrêter leurs études, de renoncer à leur diplôme et qui ont dit en fait, il n'y a pas plus urgent. Ils disent je vais avoir un diplôme mais dans un monde mort ça sert à rien donc j'arrête maintenant et pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans je me mets à disposition et donc on habite à Pontivy dans une vieille polyclinique désaffectée depuis 8 mois et en mode post-effondrement et on essaye de faire bouger les choses avec du lobbying et des actions. On fait de la mobilisation avec Extinction Rebellion. Il y a une 40aine de jeunes de La Bascule qui sont venus de Pontivy et qui sont à la place du Châtelet et ils dansent parce qu'une révolution elle est bien quand on y danse Et quand elle est heureuse. et voilà. C'est très complet, on voit que tu as l'habitude. En tout cas, c'était très complet. Nicolas Mérieux, alors, on peut dire youtubeur, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Moi non plus. Moi non plus. Mais bon, mon patron. Exactement. Je suis comédien à la base. Et comédien, humoriste, potager. Ouais, je fais de la permaculture. Ouais, aussi. Ouais. On t'a connu notamment avec La Barbe, qui était un programme qui a d'abord commencé sur YouTube et qui ensuite a été diffusé sur France Info au moment où la chaîne s'est lancée. D'ailleurs, c'était une des capsules un peu humoristiques. Je propose qu'on regarde un extrait pour ceux qui connaissent pas. Donc en plus, j'ai pris un extrait de la dernière vidéo. D'accord, sur l'effondrement, accrochez-vous. Et le pire, c'est qu'on est au courant de tout ça depuis les années 70. Le rapport Meadows, créé par le Club de Rome en 72, prédit un effondrement aux alentours de 2030. Après quoi, notre société ne pourra plus continuer. Évidemment, nous étions au courant depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a profité avant que ça se voie. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous allez organiser tout ce foutoir, hein, mais bon courage. Hein. Oh, bon courage. Ah, pour ma part, j'ai acheté un bunker avec une ferme en Nouvelle-Zélande. Panneaux solaires, piscine intérieure chauffée. Je vous enverrai une carte postale. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon on va tous avoir envie de se pendre, mais c'est pas vraiment le but.
Tout n'est pas foutu, mettez-vous bien ça dans le crâne, tout n'est pas foutu. Évidemment, il faut qu'on arrête de consommer comme des porcs et de retirer des énergies fossiles du sol. Mais si on fait ça, on peut encore préserver notre système Terre. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il fallait garder un truc un peu positif. Alors, c'est ta dernière vidéo. T'es passé un peu à autre chose. Maintenant, on te retrouve sur Instagram beaucoup. Où j'ai l'impression que t'es devenu presque agroécologie. Tu racontes un peu ton potager, mais du coup, t'es parti de Paris. Ouais, j'ai quitté Paris parce qu'en fait, j'ai fait pendant 5 ans effectivement ces vidéos-là, la barbe, sur tous les sujets sociologiques, économiques et surtout écologiques. Et en fait, à chaque fois que je m'intéressais à un problème, je voyais que je faisais partie du problème. En achetant dans des grandes enseignes, en ayant un consommateur d'électricité sale, en me déplaçant en voiture, en prenant l'avion, enfin, en mangeant de la viande, enfin, tout ce que je voyais que je pouvais avoir d'impact comme personnel, je l'ai enlevé de mon mode de vie sur Paris. Et après, la dernière chose qui me restait à faire, je me suis dit, en fait, faut que je sois autonome. Donc ça fait 3 ans que j'essaie de monter un éco-village. Donc je suis parti il y a 1 an de Paris. Et actuellement, je réalise un documentaire sur 2 jeunes personnes qui vivent à côté de chez moi et qui ont récupéré 7 hectares de terre complètement morte qui a été ravagée pendant 30 ans de monoculture de maïs. Et qui sont en train de montrer qu'on peut refaire partir le vivant à partir de quelque chose de mort. Donc ils sont en train de faire une ferme dessus, après un éco-village, et après je compte greffer le mien d'éco-village avec le leur, parce qu'en fait ils ont récupéré 7 hectares de quelqu'un qui a 300 hectares et qui va partir à la retraite. Donc bon, là c'est un peu un scoop ce que je dis, mais je souhaite créer le plus gros éco-village d'Europe et grâce à mes vidéos proposer aux gens de racheter les 300 hectares, parce qu'il va vendre petit à petit. Et moi ce que j'aimerais, c'est qu'on rachète toute cette terre et qu'on fasse un énorme éco-village en Europe, quoi. Ok, le message est passé. Priscilla Udoski, bonsoir. Enfin bonjour, je sais pas quelle heure il est. Donc, alors vous avez une bonnette jaune sur votre micro, c'est pas fait exprès. Vous êtes une figure des Gilets jaunes, on s'est rencontrés plusieurs fois parce que donc, moi en tant que reporter j'ai couvert les manifestations de Gilets jaunes pendant bien 6 mois. Vous avez surtout lancé cette fameuse pétition sur change.org qui a eu un énorme écho. Alors j'ai noté 1 254 224 signatures ce matin, ce qui est quand même énorme. Pétition pour la baisse des prix du carburant à la pompe, c'était en mai 2018, mais déjà ça parlait d'écologie, ça parlait de transition. Est-ce que je sais pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus? Oui, alors effectivement, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai lancé cette pétition. J'étais en reconversion professionnelle, puisque je venais de monter ma boutique de cosmétiques bio et je venais de finir toutes mes formations pour commencer le conseil en aromathérapie. Donc ensuite est arrivée cette pétition qui aurait pu concerner n'importe quel sujet, mais qui à ce moment-là me parlait particulièrement, le sujet des carburants alternatifs et de la transition écologique. Alors c'est vrai que le titre laisse à penser qu'on parle que du carburant et de la taxe carbone, mais c'est un peu plus profond que ça quand on lit la pétition. Il y a des liens en plus, voilà, c'est sourcé comme on dit. Oui, il y a pas mal d'infos, pas mal d'articles qui ont été faits même après la publication de la pétition. Et l'idée c'était de dire, voilà, gouvernement, vous nous parlez de transition, vous nous parlez d'autofinancer la transition par cette taxation qui était toujours plus élevée. Vous indiquez que vous pratiquez le principe du pollueur-payeur, sauf que c'est systématiquement le citoyen qui est taxé et pas forcément les autres pollueurs, qui polluent presque autant, voire plus que les citoyens ou les citoyens automobilistes, en l'occurrence, parce que là c'est l'automobiliste qui était concerné par la taxe carbone, enfin la taxe sur le carburant. Et du coup, voilà, moi, juste en regardant toutes ces infos-là, en regardant ce que le gouvernement avançait comme argument, je trouvais ça pas très cohérent. Donc j'ai posé tout ça pas sur papier, mais sur cette pétition, et j'ai simplement partagé pour voir un petit peu si les gens se reconnaissaient dans tous les arguments que j'avançais. Je comprenais pas non plus pourquoi il y avait un manque de transparence avec ce qui avait été fait avec les sous qu'on mettait dans cette taxe. Bon, après, on a su fin d'année dernière que la taxe finançait en très grande partie le CICE, donc pas du tout la transition écologique. Lorsqu'on a ensuite, avec Éric Drouet, rencontré François de Rugy fin novembre et qu'on a partagé un certain nombre de choses, moi j'ai pas mal demandé pourquoi toutes les alternatives qui étaient proposées, soit par des citoyens, soit par des petites sociétés, soit par des petites structures, pourquoi elles n'étaient pas aidées, financées, mises en lumière. Moi je pense intimement que c'est voulu, mais voilà, l'idée c'était de poser ces soucis-là sur la table et de dire voilà, on sait que vous nous demandez soi-disant de faire des efforts, mais visiblement, vous n'en faites pas, parce que vous ne mettez pas en place des mesures qui prouvent que vous souhaitez une vraie transition. Glyphosate, chlordécone, enfin tout ce qui va avec, les sargasses. Là, je parle des Outre-mer, mais il y a aussi des soucis ici. Et de mettre face à leur responsabilité le ministère qui était visé par la pétition, qui est donc le ministère de la Transition
écologique et solidaire. Et voilà comment ça a démarré en fait. Et après, voilà, les du manifestations. coup, les manifestations, enfin l'appel du 17 novembre et tout ce qui s'en est suivi. Ok. Le thème de cette table ronde, c'est climat, comment secouer les médias. Et avant d'aller dans la réponse, je vais déjà vous poser la question. Comment vous vous informez? Est-ce que vous pouvez juste me répondre assez rapidement? Mais est-ce que par exemple vous écoutez France Info? Est-ce que vous informez sur Facebook? Est-ce que vous informez en lisant des papiers? Comment vous vous informez? En plus, vous avez des profils assez différents. Donc, Maëva? Ok, alors moi je me suis beaucoup informée en regardant la chaîne de Nicolas Mérieux. Donc la vidéo sur l'effondrement était assez exceptionnelle, donc bravo, bon boulot. De manière globale, j'ai pas la télé, donc je m'informe énormément en lisant des médias plutôt indépendants. Thinkerview, je pense que c'est pas mal. C'est sur YouTube, pardon. Des interviews très en longueur. On est en effet sur du format long, donc on n'est pas dans ce temps médiatique très assuré, très coupé. On prend le temps. Donc ce qui est assez intéressant dans ce type de format-là, c'est qu'on n'est pas sur les phrases choc. Parce que quand on a 10 secondes pour parler, il faut forcément sortir des phrases qui vont marquer l'imaginaire. Donc là, moi, c'est ce genre de médias qui m'intéresse. Après, pour tout ce qui touche à l'écologie, il y a pas mal de choses sympas comme Reporter, enfin plein de médias de cet ordre-là. Et puis pour parler des médias un peu plus traditionnels, moi, je lis beaucoup Le Monde diplomatique. Je trouve qu'ils font vraiment... pareil, ils sont sur le temps long. Donc il y a le temps de prendre du recul et de faire un travail de fond sur l'ensemble des sujets. Donc ça, moi, je trouve très intéressant. Et France Culture quand même, parce que je trouve qu'ils... Pourquoi quand même? Non, mais... C'est très bien France Culture. Non, France Culture, c'est très bien justement, parce que je trouve qu'ils ont... Mais c'est aussi du temps long, et c'est aussi de la réflexion. C'est pas... Voilà. En fait, ma question, c'est est-ce que l'actualité du quotidien, par exemple, ça n'a pas l'air d'être votre... non, mais c'est vrai que je pense que je m'informe assez mal, et pour le coup, je suis mon fil d'actualité Google qui me permet de savoir ce qui se passe, s'il y a des drames ou des attentats, mais je ne prends pas forcément... Voilà, j'ai systématiquement des petites alertes s'il se passe des choses sur France Inter et autres, mais comme je regarde pas la télé, donc c'est vrai que c'est pas forcément très simple, mais c'est un choix. Voilà. Maxime? Moi, globalement, je me fais France Inter le matin, Le Monde... Donc France Inter, qui est quand même une radio généraliste, très populaire. Bah, c'est la première matinale, je crois. Première radio de France. Inter, le Monde après, et puis vraiment Facebook, parce que je suis beaucoup de monde, et donc voilà, et clairement, il y a peu de choses qui échappent à ce que je pourrais avoir envie de savoir. Et puis comme je prends beaucoup le train, je vais dans les espaces grands voyageurs et je vole les journaux, donc les journaux qui restent. Et je trouve souvent le Canard enchaîné aussi quelque part. Mais voilà. Et puis France Culture aussi. Voilà. Nicolas? Moi, j'ai pas trop sortir du lot, vu qu'on est tous des écolos bobos. J'écoute France Inter. Je sais pas si Priscilla Judowski fait non, peut-être pas. Je pense pas qu'elle est écolo bobo. Pareil que quoi. Thinkerview, c'est des copains, donc évidemment tout le temps branché là-dessus. Après, moi, la différence, j'ai une chance, c'est de vivre en coloc avec Laurie Debove, qui est journaliste environnement. Qui ça? Laurie Debove, qui est journaliste pour La Relève et la Peste, un média indépendant. Et donc je vis avec elle, donc tous les jours elle écrit des articles, donc tous les jours je suis obligé de lire ses articles, sinon elle m'engueule. Et puis non, beaucoup de conférences, beaucoup de bouquins. En fait, je préfère lire dans les bouquins parce que justement c'est plus long, c'est moins. Quand on veut vraiment aller en profondeur, il vaut mieux lire des bouquins d'experts qu'un petit article quelque part. Voilà. Priscilla? Moi, très connecté sur les réseaux sociaux. Et Brut aussi, pardon. Brut, j'aime beaucoup les reportages Brut. Excuse-moi. Donc très connecté, donc pareil, je suis les fils d'actualité des réseaux sociaux, des moteurs de recherche pour ce qui est de la grande actualité et des infos type, comme elle disait, attentats et choses comme ça. Sinon, je regarde jamais vraiment les infos à la télé. Enfin, pratiquement jamais, en fait, je me rends compte. Et quand vraiment j'ai besoin d'infos, par exemple dans le cadre de l'écriture de la pétition ou d'articles, de blogs ou des choses comme ça, je confronte un peu tout. C'est-à-dire que je vais aller voir ce qui se fait chez les médias traditionnels et je confronte ça avec d'autres choses, plutôt les médias régionaux que je trouve plutôt mieux sourcés, mieux détaillés, qui vont plus au cœur des choses. Et pour tout ce qui est controverse et alerte, plutôt Médiacité, Mediapart. Alors ça fait un lien avec ma prochaine question, c'est sur le constat, sur la place des sujets sur l'environnement dans les médias. Alors, quand on parle des médias, comment secouer les médias, on parle plus des médias peut-être un peu plus traditionnels, ceux qui sont les plus regardés, que ce soit les journaux télévisés, que ce soit les grandes radios, publiques ou privées. Est-ce que vous considérez qu'ils sont au niveau de l'enjeu? Non.
Merci. Fin du game. Non, mais après, on peut développer. Pourquoi les médias ils sont pas au niveau? Alors, non et pourquoi, et donner des exemples. Oui, non, mais tout à fait. Alors, il y a deux catégories de médias. Déjà, il y a Radio France et France Télé qui appartiennent à l'État. Et quasiment tout le reste des grands médias. Enfin, ça appartient pas à l'État, c'est public. C'est public, c'est pas tout à fait pareil. Bah, c'est public. C'est l'ORTF appartenait à l'État. Mais tout le reste, les gros médias sont des médias privés. Oui. Bon, un média privé, c'est quoi? C'est des actionnaires, c'est des gens qui sont à la tête de ces médias qui ont beaucoup d'industries à côté, dans le bâtiment, dans la téléphonie et j'en passe. C'est des gens qui vivent de la croissance, qui vivent de la publicité. Bon, l'écologie, c'est quoi? L'écologie, comme elle l'a dit, c'est lutter contre l'extinction de l'humanité. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est contre ça qu'on se bat. Donc déjà, je ne vois pas comment on peut être contre ce projet, ou alors aller mourir et laisser une chance aux autres, vraiment. Mais... Bah, le monsieur, là, il n'avait pas l'air d'être dans la vidéo, il n'avait pas l'air d'être fan. Pourquoi pas, mais voilà. Et exactement, voilà. Mais c'est justement, justement c'est le cynisme. Voilà, c'est le cynisme. C'est quelqu'un qui. Et donc la publicité, c'est quoi? C'est justement donc notre système économique est basé sur la croissance, donc sur la consommation, la surconsommation. Et l'écologie, c'est tout l'inverse. C'est la sobriété, l'écologie. Donc on ne peut pas demander à une chaîne privée de passer 1 heure d'un documentaire où on dit arrêtez de changer d'iPhone chaque année, arrêtez d'acheter de nouvelles bagnoles, arrêtez d'acheter des fringues chez Zara et H&M, arrêtez de manger chez McDo, et juste après, une pub pour McDo, une pub pour iPhone, une pub pour H&M. C'est pas possible. Mais si tu écoutes les matinales du service public, il y a des publicités maintenant, et par exemple, il y a des publicités dans la matinale de France Inter sur les SUV. Mais ce qui, moi, personnellement, me choque en tant que qu'auditeur, même si je suis journaliste du service public. Mais... Le service public, ils peuvent se le permettre. Ah bon? Mais Bah les non, chaînes pourquoi privées... Pourquoi ça, moi, ça me choque moi-même, alors si tu veux. Ça te choque plus? Bah ouais, bien sûr que ça me choque. Bah non, justement, moi ça me choque pas, justement que vu que c'est un service public, les gens osent malgré les publicités, alors que sur une chaîne privée, on va te dire tu dis pas ça. Moi ça m'arrive, donc je peux te le dire. Oui, mais on passe les mêmes publicités par contre. Vous passez les mêmes publicités, mais il y a une liberté de parole sur le service public plus forte que dans les médias privés. Je suis pas persuadé qu'il n'y ait pas de liberté de parole chez RTL, Europe 1. Enfin, moi, mes collègues m'ont jamais dit qu'ils étaient brimés dans leur travail. Bah, après, c'est ce que je vois. Si tu écoutes, en tout cas, je parle pour ma profession, les humoristes engagés qui parlent de ces choses-là, ils sont sur le service public. Hein, alors, on pourra y revenir, mais TF1, peut-être que par l'humour, ça peut peut-être mieux passer. Priscilla, sur cette question-là, est-ce que les médias traditionnels sont au niveau des enjeux? Non, mais ça... Voilà, moi je m'en suis servi. C'est à double tranchant parce que je m'en suis servi pour faire passer le message lié à la pétition, pour faire l'appel du 17, largement, massivement, tous les jours. Donc je m'en suis servi. Oui, ça parce a été que un moment BFM TV, par exemple, pour ne citer qu'elle, ou France Info aussi, on a énormément couvert. Vous avez bénéficié d'une couverture médiatique assez exceptionnelle et ça a été assez paradoxalement reproché. Les Gilets jaunes disaient ouais, les médias nous couvrent pas. Au début, ils nous disaient ça, et en même temps, il y avait des diffusions en direct et pas que sur Brut, sur BFM TV, ils étaient en toupie sur les Gilets jaunes au début. Donc c'est pour ça que je parle de double tranchant parce que effectivement, l'idée c'était de faire passer un certain message. Donc moi, j'ai passé tout le mois de septembre, je crois l'année dernière, à toquer à toutes les portes des médias, radio, presse écrite, presse écrite et puis télé, pour pouvoir en parler, faire des emails à tous les chefs de rédaction pour essayer de passer la pétition dans leurs médias, pour venir défendre ce que j'avais à défendre sur les plateaux. Ils ont ouvert la porte, mais par la voie régionale d'abord, enfin départementale, puis régionale, puis ensuite ça a été autour du Parisien en national. Et ça a été pour moi une première audience pour m'exprimer en tant que citoyenne. Puis ensuite, il y a eu le traitement qu'ils ont bien voulu en faire et l'image qu'ils ont bien voulu dégager derrière. Et ça, c'est un choix qu'ils ont fait, c'est un choix personnel. Et en l'occurrence, lorsque j'ai commencé à défendre la pétition et à avoir des débats avec des députés, très vite, ils ont dû détecter un certain danger parce que tout de suite, ils m'ont dit « mais vous êtes contre l'écologie, vous êtes contre la transition », alors que ce n'était pas du tout ce que disait la pétition. Donc là, à ce moment-là, ça a été un choix précis de le faire, de montrer ça. C'est un petit peu le problème des Gilets jaunes, c'est que comme vous n'avez pas de porte-parole, après il y a eu des figures, entre guillemets, mais vous n'étiez pas tous d'accord. Et en l'occurrence... Tout le monde n'est pas d'accord sur tous les sujets. Vous êtes peut-être pas forcément d'accord avec Éric Drouet ou avec Frédéric Ryder. En l'occurrence, quand j'ai commencé à débattre au sujet de ma pétition, il n'y avait pas encore les Gilets jaunes. Donc le choix, il a été fait bien avant que le mouvement démarre. Quand j'étais en train de dire, voilà, vous êtes un petit peu faux cul dans ce que vous nous demandez de faire, alors que vous financez des choses qui sont à l'encontre de la transition écologique, j'étais seul. Il n'y avait pas de mouvement encore qui avait commencé. Et ils avaient bien pris le parti pris de dire, vous êtes anti-écolo, alors que c'était absolument faux. Et on n'était pas encore au stade de figure, pas figure, mouvement de Gilets jaunes ou pas, quoi. Maxime? Ouais, non, ils sont pas du tout à la hauteur. Mais je connaissais marrant parce que je savais déjà que vous allez tous dire pareil, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est votre explication.
En fait, les gens, ils aiment bien les bonnes nouvelles, quoi. Ils n'ont pas envie, quand ils rentrent, d'allumer et d'avoir un truc. Alors, ils aiment bien les bonnes nouvelles ou ils aiment bien les petites polémiques, les petites phrases. Et en gros, quand on regarde la réalité, c'est que les bonnes nouvelles en termes d'écologie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour une petite victoire, il y a tellement de reculades, tellement de défaites, tellement de... Voilà, que en fait, les médias, ils disent bon, ok, on va. Et moi, je l'ai vécu avec Ferme d'Avenir. Ferme d'Avenir, on pousse, on dit oui, super, l'agroécologie, la permaculture, c'est super, ça permet de nourrir les gens. C'est super positif. Donc, on a été bien couvert jusqu'au moment où je dis c'est super, mais en fait, le système économique est totalement vicié et il y a une distorsion de concurrence inique entre l'agriculture industrielle et chimique et l'agroécologie. Et en gros, on n'y arrivera pas tant qu'on réformera pas le modèle économique. Oh ouais, non, c'est relou là ce que tu racontes. Vas-y, on peut pas retourner dans une ferme et tout, jolie, où on peut montrer un couple qui s'est installé. Et des chèvres. Ouais. Et voilà. Et en gros, le vrai souci, c'est ça. C'est que, et d'ailleurs, le premier pilier de Extinction Rebellion, c'est de dire la vérité. Et si on dit la vérité, si on regarde. La mission des journalistes, c'est de dire la vérité. Hein. Ouais, oui, mais en fait, donc du coup, il faut appuyer plus fort sur. En fait, alors, la première mission du journaliste, c'est de dire la vérité. La deuxième, c'est aussi de prioriser. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux écouter la petite phrase de merde de Vauquier ou regarder en fait que ce que nous disaient les gars du Club de Rome il y a 45 ans est en train de se réaliser et qu'en fait il fait 46 degrés hier, il faisait 20 degrés de plus que la normale des saisons aux États-Unis. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi pondérer et donner. Enfin, un des exemples les plus flagrants, c'est Le Monde qui quand on a signé le truc des 15 000 scientifiques, l'alerte des 15 000 scientifiques, ça a fait la une journée. Enfin, on aurait dû mettre en branle et arrêter toute autre information pendant 3 mois. Et moi, je pourrais te rétorquer qu'il y a 5 ou 10 ans, ils n'auraient pas fait la une dessus. Super. Mais moi, je peux dire. Je défends pas ma profession, je te dis juste qu'il y a quand même eu de changements. Non, mais très bien, il y a du changement. Quand le secrétaire général de l'ONU dit à la dernière COP, on a 2 ans pour changer de système, sinon c'est cuit. Enfin, je veux dire, il y a un moment, donc ça va vite. Tout le monde dit ouais, mais super, il y a une prise de conscience. Et les mecs, juste ici, combien de gens ici sont prêts à arrêter de prendre l'avion? Yes, c'est cool. Beaucoup quand même. On dit yes parce qu'il y a 8 personnes. Hein. Non, il n'y a pas plus. Vous relevez la main, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a au moins 20 personnes. Là. Moi, allez, 15 personnes. Je fais beaucoup de conférences et notamment j'en ai fait avec des gens comme Pablo Servigne ou quoi, et où on passe une journée à expliquer aux gens en fait à quel point en fait c'est urgent. Et à la fin de la journée, on arrive, on est un peu face à des chefs d'entreprise quand même. On leur dit ok, qui est-ce qui est prêt à manger bio? Ouais, tout le monde. Qui est-ce qui est prêt à manger moins de viande? Ouais, je mange déjà moins de viande. Ouais, qu'est-ce qui est prêt d'arrêter l'avion? Personne. Donc c'est cuit. En gros, le problème, c'est que l'écologie aujourd'hui, si on regarde placidement ce qui est en train de se passer, c'est que l'effondrement est en train d'arriver et que c'est bien la civilisation qui risque de s'éteindre, en tout cas dans la forme dans laquelle on le connaît. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Extinction Rebellion, enfin des mouvements comme Extinction Rebellion. Et juste pour terminer, pour moi, l'analogie que je vois avec les Gilets jaunes, c'est qu'en dernier recours, quand on se sent impuissant, quand on sent qu'on n'est pas écouté, le dernier truc qui nous reste, c'est notre corps. Et notre corps, il y en a qui se sont dit on va le mettre au milieu des ronds-points et on va mettre un truc fluo dessus pour qu'on nous voit. Et nous, on se met à Châtelet et on dit désolé, il faut dévier, là, il y a déviation obligatoire parce que le chemin prévu n'est pas possible, c'est bouché, il faut changer de chemin. Et d'où les bouchons dans Paris. D'où les bouchons dans Paris. Eva, sur cette question. Oui, alors j'abonde totalement dans le sens de tout ce qui vient d'être dit. Après, pour revenir aussi sur les revendications d'Extinction Rebellion, une des premières revendications, c'est en effet qu'on demande au gouvernement, à nos élus et aux entreprises, en personnes en poste de pouvoir, de prendre la mesure de l'urgence climatique et de la gravité de la situation. Mais il y a aussi une demande à l'attention des médias qui consiste à dire que nous souhaitons que les médias fassent un travail de fond sur l'insoutenabilité de nos sociétés. C'est exactement ce que disait Maxime de Rostelan. C'est un vrai sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des catastrophes, on parle du rapport du GIEC, de la montée des eaux. Donc en effet, je pense que les médias en parlent et essaient de faire le job, mais le vrai sujet, il est systémique. Et tant qu'on n'aura pas réussi à remonter à la racine du problème, qui est très clairement le fait qu'aujourd'hui, le système actuel est incompatible avec l'écologie, on n'avancera pas. Et il y a un truc aussi qui est assez intéressant, quand là, on parle beaucoup de prendre l'avion ou de ne pas prendre l'avion ou d'être végétarien. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie via le cabinet Carbone 4 qui explique
que justement l'initiative individuelle est assez limitée, car si on décidait tous de se la donner à fond, de plus prendre l'avion, d'être vegan ou je sais pas quoi, on pourrait faire au max 25% du job. Et ce scénario-là, il est qualifié par alors Jean-Marc Jancovici, qui est auteur de cette étude, comme un scénario héroïque. On part d'un scénario héroïque. Ça se joue plus sur les transports, sur l'action des pouvoirs publics, sur l'agriculture. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que le reste du job, il doit être fait par les pouvoirs publics. Et quand on se pose ces questions-là, on se dit, en fait, le sujet, l'approche, elle est systémique. Il ne faut surtout pas, et chez Extinction Rebellion, on ne cherche absolument pas à culpabiliser les gens. Enfin, si vous prenez l'avion, bon, on ne vous le conseille pas, mais on ne va pas vous culpabiliser. On comprend qu'on est tous aussi endoctrinés, en quelque sorte, par un système qui pousse à consommer, qui pousse... Voilà, mais voilà, le vrai sujet, c'est qu'on arrive à se mobiliser ensemble, au-delà de nos différences, et on ne cherche pas à être des écolos parfaits, mais juste à lutter contre un système qui est mortifère. Et ça, dans les médias, je pense que c'est pas clair. Et un autre point, il y a la manière de traiter l'information qui, selon moi, est trop en silo. Aujourd'hui, de la même manière, quand on parle typiquement de l'Extinction Rebellion, on voit qu'il y a une couverture médiatique qui est assez énorme par rapport à ce qu'on a pu voir. Tu disais, tiens, ils n'auraient jamais parlé de ça il y a je sais pas combien d'années. Là, on en parle à mort. Par contre, on en parle dans la rubrique climat. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle... même plus dans la rubrique, voilà ce qui se passe. Quoi. En gros, ils sont en train de... Ouais, mais moi, je vois que c'est affilié à la rubrique climat. J'ai regardé pas mal d'articles. Et ça, c'est intéressant. Et ça montre à quel point on met une focale sur le climat en pensant que c'est le seul sujet. Là, on parle de la survie de l'espèce humaine. Donc, est-ce que ce sujet-là devrait être associé uniquement à la rubrique climat, ou alors est-ce que le sujet, justement, du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité, ne devrait pas être un sujet qui obsède totalement l'espace médiatique? Donc, tout est interconnecté à ce sujet-là. Et remontons à la source, qui est vraiment ce système capitaliste aujourd'hui, qui est absolument incompatible avec une planète vivante.